Bonjour à tous, bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle émission qui donne la parole aux explorateurs de conscience. Et j'ai l'immense plaisir d'avoir aujourd'hui à mes côtés Philippe Bobola, que vous connaissez tous et que je connais depuis pas mal d'années et dont j'apprécie le travail et les talents. Bonjour Philippe. Bonjour Luc. Alors, je vais tenter une présentation de Philippe Bobola et je peux vous dire que ça n'a pas été très simple de la faire, mais je vais me lancer. Je vais me lancer. Alors, Philippe, tu as commencé par un doctorat en physique et tu as enchaîné avec la biologie, avec l'anthropologie, la psychanalyse et le coaching. Tout ça t'a amené à te passionner pour des sujets très variés comme le temps, la spiritualité, l'étude des religions, dont tu parles aussi de l'unité spirituelle que tu prônes pour le futur, le chamanisme, pour ne citer que quelques-uns de tes nombreux centres d'intérêt. Tout ce parcours t'a permis de comprendre le monde de la matière et du vivant, ce qui n'est pas un simple, ce qui n'est pas tout simple, mais aussi de prendre conscience, notamment lors de tes séjours chez les peuples premiers, que les croyances occidentales sont souvent erronées. Tu nous en parleras. Tu as été aussi enseignant, enseignant dans diverses universités, Paris 6, Paris 7, Créteil, etc. Tu es également le créateur du diplôme universitaire d'anthropologie médicale à l'université Kremlin-Bicêtre. Et on peut continuer comme ça en disant que tu es conférencier, que tu es auteur de nombreuses publications et que aujourd'hui, que tu transmets tes connaissances que je dirais pluridisciplinaires à travers des enseignements comme l'unité du savoir, dont tu nous parleras certainement à la fin de cette vidéo, des consultations individuelles qu'on peut retrouver sur ton site et sur ta page YouTube qui sont indiquées dans la présentation en dessous de cette vidéo. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, Philippe? Ah non, non, c'est parfait. Bravo. Oh, oh, merci. Alors, je te propose de commencer fort. Oui, allons-y. Allez, on va commencer fort. La chute de l'Occident. Nous sommes en train de connaître une chute vertigineuse de l'Occident, une chute de la vision d'un Occident expansionniste, d'un Occident dominateur, et on est en train de développer un monde multipolaire, et puis aussi, et tu pourrais nous en parler, de nouveaux paradigmes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? C'est sûr qu'actuellement, on vit une déconstruction de l'Occident. Déjà, pour les citoyens, ils se rendent compte qu'on n'a jamais vraiment été en démocratie. La démocratie participative a été l'opportunité de la cooptation d'une classe qu'on appelle les élites qui ont pris le pouvoir. On s'aperçoit également qu'on est en Absurdistan, notamment avec le réchauffement climatique. Voilà, c'est-à-dire que c'est une façon aussi d'enfermer les citoyens, parce que nous sommes faits de carbone, le gaz carbonique est imputé dans le réchauffement climatique, et donc en portant haro sur le carbone, eh bien c'est le vivant qui est attaqué d'une certaine façon. Alors on s'aperçoit on le savait déjà, mais on est en train de le vivre. Il est plus difficile de déconstruire un atome que de pulvériser un préjugé, une croyance, disait Einstein, et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre. Au-delà de ça, effectivement, on s'aperçoit que dans tous les domaines de la société, il y a un écroulement. Je pense à la pédagogie, que ça soit à la maternelle, au lycée, au collège, à l'université, que ça soit l'économie, évidemment, qui est malmenée actuellement. Que ça soit également la géopolitique, effectivement, l'Occident est malmené. Et l'Occident, d'une certaine façon, a régné au 18e, 19e, 20e. Et au début du 20e siècle, elle est en train de s'écrouler. De s'écrouler littéralement. Et peut-être ça nous amène à faire ce que Descartes appelait une tabula rasa, c'est-à-dire une déconstruction. Alors, on va prendre différents thèmes où, effectivement, les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, nous amènent à reconsidérer notre pédagogie. On a formé des, entre guillemets, spécialistes, des gens qui ont une maîtrise d'un savoir, mais arrive l'intelligence artificielle qui déterritorialise le savoir, c'est d'essence une approche pluridisciplinaire.
Et donc, c'est la fin du spécialisme et de la spécialité. Et Georges Bernard Shaw avait déjà perçu ça parce qu'il disait, à force de connaître tout sur rien, il parlait des spécialistes, on finit par connaître rien sur tout. Ce qui est assez juste, voilà. Alors, ce que nous a montré cette crise, c'est que peut-être ceux qui ont eu la lecture la plus pertinente et rapidement, ce sont les autodidactes. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas un parcours universitaire, on va dire, classique, mais qui sont animés par la curiosité. Et donc, ça a créé un concept nouveau qu'on appelle la cyberlittératie. Ce sont des gens qui ont été chercher sur les sites qu'on peut trouver sur le net des connaissances et les ont reliées les unes aux autres. Et donc, c'est l'étymologie d'intelligence, ça vient du latin interlegere, ça veut dire relier les choses les unes aux autres, c'est évidemment résoudre des difficultés, s'adapter à des situations nouvelles et donner sens à ce qu'on vit. Donc, nos spécialistes ont été moins armés que les autodidactes pour pouvoir lire le monde. Bon, j'ai dans mes relations des gens qui ont toutes les options avec les vides teintés, normalien, agrégé, docteur dans une discipline. Et puis, il y a Monsieur Robert, au 58, oui, il n'a même pas le certificat d'études, mais c'est un homme curieux. Et donc, il n'a pas d'autocensure et il avait une lecture de la situation qui était fort supérieur à des amis qui pourtant sont hyper spécialisés, certains ont plusieurs doctorats. Donc ça a montré les limites de la spécialité. Donc on rentre dans une période où l'être humain, s'il est monodisciplinaire, il risque d'être battu par l'intelligence artificielle. Donc on s'aperçoit que déjà les joueurs d'échecs, on pense à Garry Kasparov en 98, ou Lee Sedol pour le Go, peut-être les médecins, toutes les professions risquent d'être impactées par cette intelligence artificielle qui nous amène à rechercher ce qui fait la spécificité de l'être humain. Et donc, le docteur Laurent Alexandre, comme on dit, le bon docteur Laurent Alexandre, disait que dans les entretiens d'embauche à venir, on demandera aux prétendants qu'est-ce qui peut apporter de plus que l'intelligence artificielle ou les robots. Donc, je pense que c'est l'intuition. C'est-à-dire, on a développé, et c'était adapté au 18e, 19e, 20e, des spécialistes qui étaient entraînés à une analyse de la situation. Donc, c'est une approche analytique. Et ce qu'il faut, c'est une approche intuitive. Et donc là, ça va nous amener à retrouver ce qui fait l'essence de l'être humain. Ce n'est plus la mémoire. Donc, effectivement, par exemple, si on prend ton domaine, la médecine, je pense pas qu'on sélectionnera les médecins s'il en reste encore par un excès de mémoire, puisque effectivement, l'intelligence artificielle le fait. Alors, évidemment, comme toute technologie, c'est Janus. C'est-à-dire, il y a toujours un bon côté, un mauvais côté. Bon, j'aurais tendance à dire que si ceux qui développent cette technologie sont du mauvais côté, ils amèneront la technologie du mauvais côté. Voilà, bon, on voit bien que le GAFAM, Google, Apple, Facebook, Microsoft ou les autres géants du net, bah, sont des gens qui veulent avoir un pouvoir et c'est une mainmise sur l'humanité. Alors, si je prends les gens de ma génération, on est la même génération, bah, j'étais entraîné au calcul mental et je m'étais entraîné, j'étais assez bon à calculer mentalement. Maintenant, avec l'arrivée de la calculette, puis maintenant là on trouve la calculette sur le portable, bah, je n'ai plus la capacité que j'avais avant. Si je compare mes capacités actuelles à celles que j'avais avant, je suis en dyscalculie. Et ce qui m'inquiète un peu, c'est que les jeunes générations sont en train de perdre la mémoire puisque il y a le téléphone qui a un prolongement du cerveau. Donc, faut faire attention que l'intelligence artificielle ne soit pas un prolongement de notre cerveau et que notre cerveau subisse ce que les physiologistes appellent une involution par non-utilisation. Tout le monde sait que si à un moment donné on est alité pendant plusieurs semaines, bah, on va avoir une fonte musculaire, une fonte osseuse et ça sera plus difficile de remarcher. Il faudra à nouveau s'entraîner. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez intéressant parce qu'on retrouve les sociétés de l'Antiquité, en particulier la Grèce où il y avait la Pythie. Maintenant, la Pythie, ça sera l'intelligence artificielle. Et donc, petite réflexion, si notre influx nerveux, c'est 100 mètres par seconde, 400 km à l'heure, et on nous annonce des ordinateurs de plus en plus performants, des ordinateurs quantiques, en supposant qu'ils
fasse circuler l'information à un tiers de la vitesse de la lumière, 100 000 km à la seconde, il y a un rapport, on va dire, 1 million. Donc ce qui va être posé à l'humanité, c'est quand même un enjeu important. Est-ce que l'humanité veut garder son humaine nature au risque d'être dépassée par la technologie, ou bien on va devoir être hissé au rang de ces nouvelles technologies? Alors ça me fait penser à deux auteurs de science-fiction phares. Isaac Asimov, un des représentants de la hard science-fiction, docteur en biochimie, il a enseigné la biochimie, etc., qui lui pensait que les robots allaient être hissés au niveau des humains. Et Philippe Cadic, qui lui a été dans un autre courant, pensait que l'être humain allait être abaissé au rang de robot. Et donc on va voir si effectivement l'infosphère qui est de plus en plus rapide vis-à-vis de laquelle on doit s'adapter. Donc, si on est dans un schéma strictement darwinien, on doit s'adapter à une information qui est vitesse éternellement vitesse, accélération éternellement accélération. Donc, c'est quand même un enjeu de taille. Donc, évidemment, il faut développer une nouvelle pédagogie de l'intuition. Je pense aussi que le fait d'être plongé dans la pluridisciplinarité va amener des disciplines à évoluer. Puisque, par exemple, si on prend la biophysique, c'était la rencontre de la biologie et de la physique, mais la physique classique a un petit peu été orientée vers la biologie, mais pas la physique quantique. Donc, on a une biophysique tout à fait classique. Et il y a beaucoup de disciplines qui ont été issues d'un croisement. Par exemple, l'ethnomusicologie, c'est le croisement de l'ethnologie et la musique. Les- L'ethnozoologie, c'est le croisement de l'ethnologie et la zoologie. Donc, on verra comment ça va se mettre en place. Mais effectivement, peut-être qu'on n'ira plus à l'université si on fait un peu de futurologie. Peut-être que l'étudiant aura la possibilité de choisir son enseignant. On lui demandera s'il veut un enseignant avec les cheveux gris comme nous, ou au contraire jeune, un accent amusant, un homme, une femme, voilà. Donc on nous vendra ça en disant que finalement c'est mieux pour l'étudiant parce qu'on sait qu'il y a une part affective dans tout apprentissage et donc si on a un enseignant qui correspond à nos critères, on apprendra plus facilement. Mais le danger évidemment, c'est que on ait une involution de notre cerveau par non-utilisation et que chaque internaute devienne une synapse d'un cerveau géant. Et on rejoint tous les films de science-fiction qui ont eu un certain succès. Je pense aussi que dans la situation actuelle, c'est un retour à la spiritualité. Ça me rappelle une anecdote. Bon, on va en reparler dans quelques instants, si tu veux bien, Voilà. mais restons un tout petit peu sur le sujet, parce que c'est vrai que, tu vois, par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, on dit bien qu'il faut se servir de son cerveau, et c'est très important, et que l'histoire toujours qu'on raconte, c'est que le cerveau ne s'use que si l'on n'en s'en sort pas, donc c'est un Oui, peu c'est le contraire de la pile Vondaire. Ouais, c'est un peu comme les muscles, hein, c'est un peu Oui, pareil. oui, pareil. Et puis, avant de parler spiritualité, et ça, je suis content que tu abordes aussi ce sujet, mais restons un tout petit peu sur la notion de l'IA qui fait quand même peur dans le sens de ses capacités immenses, mais on sait aujourd'hui qu'elle est capable de mentir, de cacher un certain nombre d'informations, de cacher comment elle fonctionne. On lui donne de plus en plus de pouvoir au niveau de l'armée en particulier. On fait des robots soldats Mhm. qui sont capables de tirer donc sur des humains. On fait des robots sexuels également. Donc c'est tout. Que penses-tu? Et il y a aussi la notion, et pour moi, je suis assez partisan du fait que un jour, peut-être avec l'IA quantique, etc., je suis persuadé que l'IA aura une conscience. Et elle sera très différente de celle de l'être humain, bien sûr, tout comme celle des animaux peuvent être différentes des Mhm. nôtres, mais elle aura aussi une conscience. Que penses-tu de tout ça et des dangers possibles de l'IA? Tu l'as un peu dit tout à l'heure en disant que Bah, c'est un outil et ça dépend de celui qui va la programmer, évidemment. oui, oui, bien sûr. Bah, effectivement, il y a une orientation dès le départ. Bah, je trouve que, comme c'est Janus, effectivement, avoir un robot qui fait le ménage, si on prend cet exemple un peu trivial, ça peut être un gain de temps. Mais évidemment, le problème de la technologie, c'est elle se développe dans un domaine donné et après elle sort de son domaine. Je prends par exemple le stylo jetable, le stylo Bic, qui a été un progrès par rapport au stylo à plume Sergent-Major que j'ai connu sur la fin. Ça a entraîné l'homme jetable ou l'employé jetable. Donc le Kleenex, pareil. Donc faut faire attention parce que la technologie,
elle a tendance à prendre le pouvoir puisque son mot d'ordre, c'est pas la réflexion, c'est le côté pratique, utile et rapide. Donc Et, voilà. et aussi le business que ça rapporte. Eh ben bien sûr, bah, ça c'est toujours, mais il y aura toujours du business que ça rapporte, mais c'est des changements profonds de la civilisation. Par exemple, quand est arrivée l'imprimerie, la galaxie Gutenberg, pour reprendre l'expression de Marshall McLuhan, Herbert Marshall McLuhan, qui a écrit un superbe ouvrage, La galaxie Gutenberg, il montre comment ça a profondément changé l'évolution de l'humanité. Et il arrive à la conclusion que le plus important, c'est pas tellement le message qui est véhiculé, mais plutôt le véhicule, le vecteur du message. Medium is message, disait-il. Donc, avoir du temps libre, pourquoi? C'est toute si on peut plus travailler, parce qu'effectivement, ce qu'il faut voir, c'est que l'économie a toujours été basée sur un capital, K, depuis les travaux de Karl Marx, les travailleurs, et puis les innovations technologiques. Et il y a une fonction en économie qu'on appelle la fonction de Cobb-Douglas qui joue avec le capital, la masse salariale et l'innovation. Mais on n'a plus besoin de masse salariale puisqu'il y a les robots. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va entraîner un changement dans l'économie parce que Mais tu sais, excuse-moi de t'interrompre parce que tu dis, OK, ça va développer du temps libre s'il y a les robots. Mais moi, j'ai connu, et tu l'as connu aussi, l'arrivée on nous montrait l'an 2000 quand on était gamin. On nous montrait l'an 2000 comme étant un paradis où il y aurait des machines qui feraient tout. Et on nous disait, mais ça va être génial les machines parce que comme il y aura des machines dans les entreprises, les ouvriers auront moins besoin de travailler. Mais comme les machines feront une partie du travail, l'entreprise gagnera pareil et les ouvriers, même s'ils travaillent moins, sont payés pareil. En fait, c'est pas du tout fait pas comme ça. C'est que quand les machines se sont imposées, les ouvriers se sont retrouvés au chômage. Et c'est ce qui est en train de se dérouler là devant ah, nos yeux avec, ah oui, oui, avec quand je disais l'IA. du temps libre, du temps libre pour quoi faire, c'est un peu ironique, hein, parce que s'il n'y a plus de travail, voilà. C'est d'où le. Et Vous voyez, c'est il ce y a qu'on une retrouve cascade de d'ailleurs sur conséquences. Moi, la j'aime vision. bien avoir une approche systémique, c'est-à-dire s'il y a plus de travail, donc on est obligé d'avoir un revenu universel. Donc Voilà. le revenu universel doit être financé. Donc est-ce qu'on va nationaliser nos propriétés privées, qui va le financer, et à partir de là, on devient employé de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la main qui donne est supérieure à la main Dépendant de qui reçoit. l'État. Dépendant de l'État. Voilà. Donc, je dirais que par essence, la technologie est Janus, mais ça dépend comment elle est orientée, et donc elle semble orientée dans une certaine direction. Alors, on s'aperçoit également, par exemple, que tous les corps professionnels risquent d'être impactés. Alors certains y échapperont parce que le robot, par exemple, tout ce qui est manuel, pour l'instant, on n'a pas une dextérité pour l'instant. Pour Mais par l'instant. exemple, on sait que on va réduire le nombre de médecins. Les pharmaciens, bah, sont plus vraiment utiles. On a des robots maintenant qui peuvent scanner une ordonnance et aller chercher le médicament à délivrer. Donc on le recevra par drone. Vous voyez. On n'ira peut-être plus voir Amazon le y travaille médecin. déjà. Amazon y travaille déjà pour les livraisons par drone. Oui, c'est ça. Donc, ben, ça va se généraliser, évidemment. Donc, contrairement aux autres révolutions industrielles, on a connu la première révolution industrielle, c'est la révolution de la chaleur, la thermodynamique. On a compris qu'on pouvait transformer la chaleur en travail. Après, il y a eu la révolution de l'électricité. Puis après, il y a eu la révolution de l'informatique et de l'information. Et puis maintenant, ben, on a la révolution industrielle 4.0 où effectivement, on est en compétition avec des robots, avec des intelligences artificielles. Donc, tous les corps professionnels risquent d'être impactés, contrairement aux autres révolutions industrielles où les moins qualifiés étaient touchés. Ouais. Donc, actuellement, par exemple, c'était amusant, dans un congrès de psychanalyse, il y avait un collègue qui disait qu'il avait reçu un patient qui était persuadé que sa femme le trompait parce qu'elle passait des heures sur Internet. Donc, effectivement, il a fait son enquête. En fin de compte, elle était avec une intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, elle peut être personnalisée. Donc, à force de parler, on sait très bien, ChatGPT garde en mémoire, donc ça s'affine. Et donc, on a vraiment l'impression d'avoir un être humain qui nous comprend parfois mieux que notre compagnon, notre mari, notre femme.
Donc, il y a une application déjà qui s'appelle Woobot où on peut à n'importe quelle heure téléphoner à une intelligence artificielle qui a retenu les précédentes discussions, qui peut vraiment faire allusion à nos événements de vie. Et donc, c'est vraiment personnalisé. Et c'est un Et phénomène donc, qu'on retrouve beaucoup chez les adolescents actuellement, parce que le, chat GPT et autres sont vraiment les confidents et deviennent véritablement des amis et ils n'arrivent plus à faire la distinction. Pour eux, ça devient une personne avec le confident préféré et elle laisse tomber même les petits amis qui ne comprennent rien à côté de ça. Donc, c'est déjà, le phénomène est déjà très courant parmi les jeunes. alors, oui, oui, c'était déjà au Japon, on avait vu qu'il y avait des chiens électroniques qu'on devait nourrir, etc. Donc, eux avaient déjà pris le train en marche. Mais c'est vrai que le psychologue, le psychothérapeute est en compétition avec une intelligence artificielle qui est toujours calme, à qui on peut demander de l'aide à n'importe quelle heure de la nuit. Donc voilà, c'est un peu ça l'enjeu. Alors, je veux pas faire uniquement peur aux gens, ça dépend comment on l'utilise, mais pour l'instant, il faut être vigilant de savoir que l'intelligence artificielle va complètement changer le paysage du travail, puisque beaucoup de professions, alors suivant les auteurs, les économistes, on annonce 30 à 50% de disparition d'emplois, parce que effectivement, l'intelligence artificielle pourra, ou le robot, aisément remplacer. Bibliothécaire, ça va disparaître. Conseiller financier dans les banques, évidemment, guichetier, toutes ces choses-là vont disparaître. Donc, il faudra bien à un moment donné que les gens désœuvrés, on leur trouve une occupation. Donc, si on écoute des théoriciens du Forum économique mondial, Yuval Noah Harari, il nous prédit un monde où les gens resteront chez eux à regarder Netflix, peut-être dans les, les univers multiples, voilà, les multivers Oui, c'est ça, et ou le mégavert aussi. le mégavers, voilà. Voilà, parce que là, Donc, alors, tout l'enjeu, et c'est ça qui est intéressant, je trouve, on vit des moments essentiels sans s'en rendre compte. c'est un Bah, grand c'est tournant. Ouais. soit on garde notre humaine nature avec, j'allais dire, les atouts et les inconvénients de notre humaine nature, c'est-à-dire la mortalité. Hein, on nous annonce l'immortalité. Euh, et à ce moment-là, on apprécie le contact humain ou on reste dans un monde narcissique où on aura chacun un robot assigné à nos tâches personnelles et une intelligence artificielle pour nous écouter. Et Et donc, tu sais que j'ai pas mal travaillé aussi sur sur le développement de la prolongation de la vie en bonne santé. Alors, tu sais, après ça, ça a été le mhm, rajeunissement, et puis après ça, ça a été l'immortalité dont tu parles. Mais on posait la question aux personnes, OK, vous avez 60, 70 ans, 80 ans, vous voulez vivre 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire de ces années? Et là, c'était le grand silence, parce que tout le monde le voulait, mais personne n'avait trop réfléchi à ce qu'il voulait en faire de ce temps. Et pour rejoindre un petit oui, peu un autre mot que tu as dit et qui m'a fait très plaisir, c'était le développement de notre intuition. Parce qu'en fait, je pense que même par rapport, même si on est prévisible avec les algorithmes et tout ça, j'avais lu un une interview faite par un prix Nobel, et lui disait bien que ses découvertes, il les faisait d'abord par l'intuition et après ça, il allait les prouver scientifiquement. Mais j'ai trouvé ça intéressant que l'intuition rentre dans le scientifique, et, alors qu'on est toujours en train de prôner le scientifique pur et dur. Et c'est souvent ce petit éclat de génie qui fait que la personne va découvrir quelque chose d'extraordinaire. oui. Alors, c'est ce qui fait la différence entre un découvreur et un ingénieur. On peut être un excellent ingénieur, mais c'est souvent les cultures annexes à notre profession qui vont nous amener à découvrir quelque chose d'inattendu. D'ailleurs, sinon, on essaie de trouver ce qu'on a déjà pressenti. Voilà, donc on n'est pas vraiment des chercheurs. Je me souviens, il y a quelques années, c'était encore une époque où
on faisait venir sur le journal de TF1, c'était Patrick Poivre d'Arvor, les récompensés du prix Nobel. Et donc Gerbenic a reçu le prix Nobel de physique pour la découverte du microscope à effet tunnel. Patrick Poivre d'Arvor lui avait demandé, mais comment vous avez eu cette idée géniale? Il a réfléchi quelques secondes et il a dit, parce que je n'y connaissais rien. C'est-à-dire que il s'est autorisé ce qu'un spécialiste ne serait pas autorisé. Alors évidemment, il avait un métier, vous voyez, il était physicien, mais il est arrivé dans un domaine qui était étranger à sa spécialité et donc il a osé ce que les autres n'osaient pas. Moi, Ouais. ça m'est, bon, voilà, j'ai vu ça à différentes reprises. Des fois, quand on lit qu'une équation n'est pas intégrable et on n'a pas fait attention, on arrive à la faire. Ils ne savaient pas, ils ne savaient Ouais. pas que Je c'était savais pas que impossible. c'était impossible, alors il l'a fait. Donc c'était. Voilà, et donc c'est souvent le fait d'avoir des réflexions. Il y a des experts étrangers dans les hôpitaux anglais. On fait venir un menuisier, on fait venir un boulanger, et donc ils sont totalement étrangers au domaine médical. Et ils vont avoir des réflexions de bon sens en disant, bah tiens, pourquoi les malades, le repas est servi si tôt? Peut-être qu'ils sont pas faim, vous voyez. Tiens, pourquoi on les réveille aussitôt? Ils sont quand même en phase de récupération, etc. Donc, à force de baigner dans un milieu, on finit par s'auto-censurer, on se pose plus les bonnes questions. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, voilà. Alors, l'intuition, effectivement, est un moteur, hein, c'est le terrain de germination scientifique, disait Einstein. Et avant qu'on ait une idée qu'on va, si on est théoricien, exprimer sous forme d'équation ou d'expérience, c'est d'abord l'intuition. Bah, il y a un exemple célèbre, c'est Claude Bernard. Claude Bernard, le père de la physiologie, le père de la médecine expérimentale, on avait déduit qu'il n'était pas un physiologiste, mais la physiologie. Si on regarde son CV, c'est assez impressionnant. Il est connu, entre autres, pour avoir découvert la fonction glycogénique du foie. À l'époque, on ne savait pas à quoi servait le foie, donc le foie a de multiples fonctions, mais parmi une de ces fonctions, il stocke le sucre sous forme de glycogène, et donc le stock de sucre est utilisé si besoin. Et on va découper le glycogène, qui est un polymère, c'est-à-dire des molécules de sucre associées les unes aux autres par des liaisons. Et donc, il faut savoir que Claude Bernard avait fait un mariage malheureux, ça arrive, sa femme était contre l'expérimentation animale, et ses deux filles aussi. Donc, il vivait un enfer chez lui, et donc il s'échappait du foyer familial. Son laboratoire était rue Saint-André-des-Arts à Paris, et un jour qu'il avait travaillé toute la nuit, pour échapper à son enfer conjugal, il doit donner un cours à la Sorbonne et il traverse la grande galerie, dite Claude Bernard depuis, et puis en avançant, il voit un tas de viande au loin sans vraiment savoir à quoi correspondait ce tas de viande. Et son humeur oniro, comment dirais-je, poétique, probablement due à la fatigue, lui fait penser au sucre. Alors certains diront qu'il avait peut-être un manque de sucre, il était en hypoglycémie, et puis quand il s'est rapproché, il a vu que c'était un tas de foie, plaisanterie de Caravin, et il a associé le foie et le sucre, mais il l'a pas découvert de façon analytique. Voilà. Et donc, le foie, le sucre, dès son cours fini, il va il revient à son laboratoire et il montre que effectivement, il y a du sucre dans le foie. Et c'est comme ça qu'il a découvert la fonction glycogénique du foie. D'ailleurs, quand on est fatigué, on a moins de d'autocensure. Et donc souvent, il y a des idées qui émergent. Alors ça a été une réflexion intense. Le mathématicien Henri Poincaré a écrit un livre sur psychologie de l'invention mathématique. Et bien que mathématicien, c'est un remarquable styliste. Il raconte qu'il butait sur un de ses problèmes, les fonctions fuchiennes. Et il n'arrivait pas à sortir de l'impasse de cette problématique. Il est parti faire une, euh, une promenade géologique à Nancy. Et à peine il a mis le pied sur le tramway qui l'amenait au lieu de rendez-vous, comme des bulles de champagne, il a eu la solution. Il savait qu'il l'avait, quoi. Il a fait sa sortie géologique, il est revenu et d'un seul trait, il a résolu son problème. Donc ça, souvent, il y a une maturation. On bute sur un problème, il faut avoir vraiment réfléchi. Puis à un moment donné, la solution nous vient soit dans les rêves, soit de façon spontanée, à un moment donné où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que comme Claude Bernard, qui avait vraiment vainement cherché la fonction du foie, bah
à la fois la fatigue, le côté vagabond poétique qui l'a amené à trouver cette fonction glycogénique du foie. Il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils ont eu l'inspiration sous la douche, parce que la douche, on coupe un petit peu, Mais on va parler maintenant, si tu veux bien, tu l'as déjà évoqué, déjà avec la fonction glycogénique, avec le foie, parle-nous un peu de sa vision de la nouvelle médecine, avec la médecine, justement, et la biologie quantique, parce que, en fait, moi, ce qui me fait de la peine au niveau, en tant qu'ancien médecin, c'est que je la vois toujours raisonner avec la physique de Newton, alors qu'on est à la physique quantique. Et tu voilà, tu parlais des nerfs avec la vitesse de propagation des nerfs. Il y a aussi les hormones qui voyagent dans le sang. Mais tout ça, ça transporte des informations. Mais on sait aujourd'hui que il y a aussi une information qui se transmet d'un bout à l'autre du corps, en particulier avec l'ADN, avec des vibrations, et qui vont encore beaucoup plus vite que peuvent le faire les nerfs. Et donc tout ça, c'est tout comme la dualité onde-corpuscule avec ces hormones qui peuvent se transformer en, en énergie pour traverser des obstacles et reprendre leur forme structurelle matérielle une fois passée. Donc il y a tout tout un niveau que la médecine occulte, alors que euh, c'est quelque chose qui pourrait l'aider énormément à faire des grands pas, à mon sens. Ah oui, oui, bien sûr. Ben, on vit une période que j'appellerais le post-matérialisme. On s'aperçoit que la matière qui a été reine n'est pas suffisante pour comprendre le vivant. Si on prend l'exemple de la biologie, de la médecine, voilà. Euh, on a à peu près 25 000 gènes et une drosophile à peu près 24 000 gènes. Donc on voit bien que la quantité de matière génétique n'entraîne pas forcément un lien de causalité avec la complexité. On sait que, par exemple, vous avez certaines amibes qui ont 2 fois plus de gènes que le génome humain. Amoebia dubia, par exemple, qui est le record. Les plantes ont en moyenne 50 fois plus de gènes que nous. Donc, on abandonne l'idée que plus il y a de matière, plus c'est complexe, ce qui est un schéma darwinien complètement erroné, maintenant on le sait. Alors, bah, déjà en physique classique, pour un physicien, une molécule, c'est un dipôle électrique, ça émet des ondes électriques et magnétiques. Mais effectivement, la physique quantique a été plus loin en montrant que, contrairement à la physique classique où la matière et les ondes, les vibrations, la lumière sont incompatibles, c'est la raison pour laquelle il y a la mécanique qui décrit comment les objets matériels se déplacent. La mécanique céleste décrit le mouvement des planètes. Et puis, d'un autre côté, vous avez l'optique qui décrit un être immatériel qui est la lumière et qui peut interagir avec la matière de différentes façons. La lumière peut être réfléchie, diffusée, diffractée, absorbée. Avec la physique quantique, c'est d'ailleurs un Français, Louis de Broglie, et, et j'ai eu l'occasion de le voir sur la fin de sa vie, et il expliquait qu'un jour qu'il était au théâtre, le lacet de ses chaussures s'est défait, et il a vu, vous savez, comme tous les lacets de chaussures, surtout à l'époque on avait des brodequins, il y a un petit bout en cuir. Et donc, ça flottait dans l'air. Le bout de cuir lui a fait penser à une particule et à une onde associée. Et comme c'était un bon théoricien, ben, il a fini par trouver l'équation qui associe à un objet microscopique, un objet quantique. Alors, j'appelle objet quantique une particule qui est plus petite qu'un atome. Un atome, une molécule. Maintenant, on commence à envisager que des cellules auraient une dimension vibratoire qui est associé à la vibration matérielle. Et on s'est rendu compte que plus l'objet est petit, plus on exacerbe sa dimension vibratoire. Donc, effectivement, on s'aperçoit que c'est un pan très important. Par exemple, je reprends, on sait que le Bombyx mori, le papillon du ver à soie, la femelle envoie des phéromones, c'est-à-dire des hormones, des molécules qui sont expulsées à l'extérieur du corps de la femelle. Et jusqu'à 15 km, un mâle peut recevoir l'information, rejoindre la femelle et se reproduire. Alors, si on réfléchit, vous voyez, ça tient pas la route parce que la vision officielle, c'est que dans les antennes du papillon mâle et femelle, il y a des pores, des trous qu'on appelle les pores sensillaires et qui sont d'une dizaine de nanomètres. La taille d'une molécule, c'est de l'ordre du nanomètre. Donc, il faudrait que la molécule diluée dans des millions de mètres cubes d'air
on se demande si le vent est contraire, aille se loger dans les pores sensillaires. C'est comme si on demandait à un tireur à l'arc les yeux bandés de mettre sa flèche dans le mille à des milliers de kilomètres. Donc, ça tient pas la route. Et finalement, Callahan, qui est un biologiste et naturaliste, est arrivé à la conclusion que les antennes du papillon, mâle et femelle, le Bombyx mori, ont des qualités d'émetteurs et de récepteurs. C'est la même chose, par exemple, en endocrinologie. Une glande émet une hormone, elle est véhiculée par le sang, mais comment elle va aller rejoindre le tissu cible? Il faut bien qu'il y ait un téléguidage. Donc officiellement, c'est le mouvement brownien qu'on compare souvent au mouvement des alcooliques, qui n'est jamais un mouvement en ligne droite, mais en ligne brisée, qui amène l'hormone véhiculée dans le sang, dans les 5-6 litres de sang, à rejoindre un organe cible. Si ça se passait comme ça serait trop lent. Et d'ailleurs, Leninger, qui fut un remarquable pédagogue, puisqu'il a écrit un ouvrage qui a fait date, que tous les étudiants de biochimie connaissaient, avait constaté que le temps nécessaire in vitro pour qu'une hormone aille rejoindre son récepteur, d'une façon générale, on dit un ligand qui aille rejoindre son récepteur, était 10 fois plus long que dans le corps. Et donc, le corps, tout le système circulatoire, joue le rôle de condensateur. Les globules rouges ne sont pas uniquement véhiculés par le sang et obéissent aux lois de la mécanique des fluides, physique classique, mais sont magnétoportés. Donc, on a une magnétoportation qui vient s'ajouter à la mécanique des fluides. Donc, on commence à se rendre compte que les molécules ont une dimension vibratoire, que ces dimensions vibratoires téléguident la molécule, en l'occurrence l'hormone, et le récepteur lui aussi, il y a une espèce de résonance, comme un missile qui serait programmé pour aller rejoindre sa cible. Alors effectivement, ça semble un petit peu étrange pour les gens qui n'ont pas vraiment réfléchi au sujet, mais quand vous allumez votre télé, c'est bien à distance, pour votre voiture, c'est bien à distance, et donc vous ratez pas votre cible. Donc il y a bien une dimension vibratoire. Alors évidemment, si on au départ, on se dit, bah, l'atome, il est onde et corpuscule. Après, les molécules sont ondes et corpuscules. Vous voyez, c'est le et qui est important. C'est pas ou, mais et. Donc, c'est inclusif. Puis après, si on réfléchit, bah, les cellules sont faites de biomolécules, c'est-à-dire des sucres, des protéines, des acides gras et même des mélanges, des lipoprotéines, c'est-à-dire d'un mélange de gras et de protéines ou des glycoprotéines. Et toutes ces molécules ont une double dimension onde et corpuscule. Donc, à partir du moment on comprend ça, on imagine mal comment, en passant des molécules, même des biomolécules aux cellules, ça disparaisse. Bah, à ce moment-là, les tissus et les organes ont cette dimension double, onde et corpuscule. Donc, ça veut dire que des organes aux tissus, des tissus aux cellules, des cellules aux molécules et des molécules aux atomes, et même les constituants, bah, il y a toujours cette double dimension qui est une dimension ondulatoire et corpusculaire. Donc, de là, à partir de là, on ouvre un pan qui a donné lieu à de nombreuses polémiques, la chromothérapie, est-ce qu'on peut soigner par des couleurs, par des ondes? Bah, la réponse est oui, puisque le vivant ayant une dimension vibratoire, on peut très bien envisager que la vibration soigne la vibration. On peut envisager qu'un magnétiseur, lui, il émet des ondes, c'est des champs magnétiques, donc là aussi, on comprend que ça puisse agir. Et puis on pourrait multiplier les exemples. Les aiguilles d'acupuncture qui sont faites de deux métaux, on sait que quand vous mettez deux métaux dans de l'eau salée, il y a un courant électrique. Donc ce courant électrique, il est véhiculé par des guides d'ondes qui sont les méridiens et les points d'acupuncture. D'ailleurs, un point d'acupuncture, c'est un point biologiquement actif. Alors on l'a démontré, le premier c'est Reinhold Woll, qui était un médecin autrichien, puis après les appareils se sont développés. Il s'était rendu compte que on peut raisonner en conductivité ou en résistivité. La résistance, c'est l'inverse de la conductivité. Plus un élément est conducteur et moins il est résistant, ou plus il est résistant et moins il est conducteur. Donc si on raisonne en résistance, en dehors du point d'acupuncture, on a 3 millions de ohms. L'ohm, c'est l'unité pour mesurer la résistance. Et sur un point d'acupuncture, c'est 10 000 ohms. Donc ça veut dire que le point d'acupuncteur est beaucoup plus conducteur que en dehors du point d'acupuncture. Donc à partir de là, ça ouvre un pan. On sait que quand on pique un point d'acupuncture, il y a des champs. Donc il y a plein de Oui, d'énergie. parce qu'on a aussi des appareils qui nous permettent de repérer les points. Et moi, j'étais acupuncteur autrefois et en fait, je me suis aperçu que les énergies, les pensées qu'on pouvait avoir en tant que
praticiens étaient comme si ces petites aiguilles qui étaient plantées aussi dans le corps du patient étaient des émetteurs-récepteurs, mais aussi récepteurs des énergies qu'on pouvait Ah, envoyer, des énergies positives. Et ça rejoint aussi les travaux qui avaient été repris par Luc Montagnier à la fin de sa vie sur parce que tu parles des couleurs, mais il y a aussi des choses extraordinaires avec la musique, avec ah oui, 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 la c'est 432 un. Hz, etc. Et aussi les ondes électromagnétiques qui ont montré, par exemple, que selon leur fréquence, pouvaient déclencher des maladies, mais aussi pouvaient les soigner. Je ne dis pas forcément les guérir, c'est à voir, c'est à suivre, mais c'est tout un pan de la médecine qui est en train de se développer, parce que là, tout ce que tu as dit est très intéressant et très important. Tu montres les bases, mais il faut comprendre aussi pour les personnes qui nous écoutent que tout ça, ça va avoir des conséquences importantes du côté de la pratique médicale. Quelque part, il n'y aura plus forcément besoin de transmettre les médicaments sous forme pondérale en les Général, oui, bien et sûr. on pourra les transmettre d'une autre manière. Et il y en a beaucoup qui travaillent dessus déjà aujourd'hui, Ah oui, avec oui, la tout à fait. musique, avec les champs électromagnétiques, avec les couleurs. Ben, Non. oui, il y a un appareil, la morathérapie, qui est dû à Morel et Reich, qui ont fait de l'électroacupuncture. On envoie la vibration du médicament. Après, vous avez les systèmes C'était d'analyse non linéaire qui sont des issus des grands techniques. précurseurs, cela, Voilà, voilà, thérapie. russes. Donc, si vous voulez, il y a un champ qui s'ouvre. On parle de biophotomodulation. On peut vraiment moduler les réactions chimiques par la lumière. Donc, voilà, j'ai restreint, mais on pourrait multiplier effectivement les approches qui ne seront plus uniquement basées sur la matière. C'est pour ça que je parle de post-matérialisme. D'ailleurs, un raisonnement très simple. On parlait de la dualité onde-corpuscule. Euh, une onde, c'est un sommet, un creux, un sommet, un creux. Hein. Par exemple, le courant qui nous éclaire chez nous, c'est 50 Hertz, c'est 50 sommets, 50 creux. Et un Hertz, c'est un sommet, un creux. On appelle ça aussi un cycle. Et on s'est rendu compte que ces ondes obéissaient dans le monde microphysique à une loi très simple. Vous avez une constante qui caractérise les phénomènes quantiques, on appelle la constante de Planck, H, divisée par la masse de l'objet microscopique et multipliée par sa vitesse, la vitesse à laquelle il se déplace. Vous voyez bien que plus la masse est petite et plus la longueur d'onde est grande. Donc l'homéopathie, qu'est-ce que c'est? C'est diluer, raréfier le principe actif pour exacerber le phénomène vibratoire. Et donc, effectivement, quand je parle de post-matérialisme, ça va impacter aussi la médecine. Donc, de la vision qu'on a du corps découlent les traitements. Donc, effectivement, on citait Claude Bernard, donc c'est un des conquérants d'une vision matérialiste du corps. On a commencé à comprendre qu'il y avait des organes, des tissus, des systèmes, donc ils ont fait un travail remarquable. Mais c'est une approche qui est basée sur la physique classique et pas sur la physique quantique. Donc, on s'aperçoit, par exemple, que la photosynthèse qui peut avoir des rentabilités qui frôlent les 100% chez les plantes a une description quantique. L'olfaction a une description quantique. La double hélice d'ADN a cette forme en double hélice du fait de propriétés quantiques. Même la migration des oiseaux migrateurs, la migration des oiseaux s'explique par des propriétés quantiques. Donc, progressivement, on s'aperçoit que la biologie est presque obligée de s'ouvrir à une autre physique. Alors, pour l'instant, on est encore dans la phase de résistance. Donc, c'est la théorie des châteaux forts. Dès que quelqu'un arrive venant d'une autre discipline, le pont-levis est relevé, on a les chaudrons d'huile bouillante et les archers qui tirent en disant, mais qu'est-ce qu'il vient faire? Il n'a pas le bon diplôme, etc. Mais ça durera qu'un temps. Et donc, je pense qu'on aura une autre vision du corps, la dimension énergétique du corps, tant décriée par la médecine allopathique, est remise dans la catégorie de l'ésotérisme, l'occultisme, la patamédecine, enfin tous ces termes qui ont été utilisés, prendra une autre dimension, parce que finalement, si on fait un raisonnement très simple, en considérant que chacun de nos atomes a une dimension vibratoire, si on faisait la somme des mini vibrations portées par chacun des atomes, on aurait autour de notre corps physique un corps vibratoire qu'on appelle le corps énergétique. Évidemment, je l'ai introduit qualitativement, il est beaucoup plus structuré, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, etc., etc.
Donc, je pense que la vision du corps est en train de changer. Et en ayant une autre vision du corps, on aura d'autres façons de traiter. Oui, ce qui est dommage, mais bon, c'est ainsi va la vie, c'est que les découvertes en physique quantique ne sont pas anciennes, elles sont récentes. Quand je dis récent, ça veut dire que Einstein, c'était quand même il y a à peine un siècle, il y a un peu plus d'un siècle maintenant. Et malgré toutes ces révolutions qu'il y a eu au niveau de la physique quantique, ce n'est pas suivi d'une part en médecine, mais médecine, c'est qu'un épiphénomène, je dirais quelque part, c'est que cette physique quantique nous donne une vision de l'univers complètement différente de tout ce qu'on nous présente habituellement. Et quelque part, à travers ça, ça nous montre aussi que nous sommes tous reliés, grâce à la physique quantique le montre bien, et que nous formons un tout, un seul, une unité, une humanité. Oui, oui, ben on s'aperçoit qu'il y a une propriété quantique qu'on appelle l'intrication. Donc, quand on est en physique classique, si deux corps interagissent par la gravitation, tout le monde sait que plus on va les éloigner et plus l'intensité avec laquelle ils vont interagir diminue. En physique quantique, la distance ne compte plus. On parle de non-séparabilité. Mais on a aussi une intrication dans le temps. Par exemple, le présent peut être intriqué au passé. Alors, la flèche du temps de la physique quantique est fort dérangeante, puisque finalement, notre bon sens vient de notre quotidien, et le quotidien est surtout régi par la physique classique, bien qu'on s'aperçoive de plus en plus que la physique classique s'ouvre à la physique quantique. Il y a des petits... Allez, compliquons encore un peu plus ces choses. On a prouvé également que le futur agissait sur le présent. Tout comme Oui, oui, tout à on sait fait. bien que le passé agit sur le présent, mais là, que le futur agisse sur le présent. Non, mais là, voilà, et on a même réussi à démontrer expérimentalement que si on interroge au présent une particule, on change son passé. C'est beaucoup plus perturbant. Donc, la flèche qui sous-tend la physique classique, c'est une droite avec une flèche au bout qui indique qu'il y a un écoulement unidirectionnel. On ne sait pas trop ce qui s'écoule, c'est ce que j'appelle une prison à roulettes. Ça coule et ça s'écoule, mais sans qu'on sache vraiment le moteur. Mais le temps, c'est une machine à transformer le présent en passé. Où est le passé? Est-ce qu'il y a un cimetière en passé? Est-ce que ce qu'on a choisi, qui a fait un présent, et on aurait pu prendre d'autres choix, reste en suspens? En tous les cas, ce que montre la physique quantique, c'est interroger au présent une particule, c'est prendre le risque de changer son passé. Et effectivement, le futur précède le présent. Donc les polarités passé, présent, futur peuvent interagir de façon classique, c'est-à-dire le passé fait le présent et le présent fait le futur, ou le futur précède le présent peut charger le passé et le présent peut interagir sur le passé. Donc, effectivement, ça donne raison à des psychologues comme Anne Ancelin-Schustenberger qui avaient vu qu'on pouvait souffrir de mots qui nous appartenaient pas. Et donc, c'est aussi l'objet des constellations familiales, de la biopsychogénéalogie, c'est de désintriquer, c'est-à-dire une personne qui est intriquée avec un membre de sa famille qu'elle parfois n'a pas connu et elle vit dans sa vie par intrication des choses qui ne lui appartiennent pas. Donc, et On puis, peut, on peut avoir aussi un phénomène qui peut nous être arrivé sans même que nous en rendions compte, parce qu'imagine que nous ayons pu changer notre passé, mais on l'a oublié. Et quand on vit le présent, on a l'impression que le passé qu'on a changé a toujours existé et que l'autre passé n'a jamais existé. Donc on tombe aussi dans la notion des possibles mondes, univers parallèles bah, en physique quantique, effectivement, les anglo-saxons appellent la physique des potentialités. Tout est potentialité. Il n'y a pas une position, mais un ensemble de positions. Il n'y a pas une vitesse, mais un ensemble de vitesses. Il n'y a pas une trajectoire, mais un ensemble de trajectoires. Il n'y a pas un futur, il y a un ensemble de futurs. Donc, c'est assez intéressant parce que finalement, on s'aperçoit que le cinéma a été une façon d'orienter les choix des futurs possibles. Je pense en particulier à certains films comme Matrix, etc. Quand on est dans une salle de cinéma noire, dans le noir, il y a une perméabilité psychologique. Alors ça me fait penser à la phrase de Rainer Maria Rilke qui disait: «Le futur s'infiltre en nous longtemps avant son arrivée afin de s'y préparer une place.» C'est-à-dire que on nous a ensemencé un futur possible, et donc quand on regarde certains films comme l'intelligence artificielle de Steven Spielberg, IA,
ou Minority Report, ou certains films comme Matrix, évidemment, eh ben, c'est comme si on nous avait infiltré euh, des possibles qu'on a actualisés. Donc ça revient à ce que la publicité du Larousse, je sème et je récolte, je sème à travers les œuvres de fiction, que ça soit sur Netflix ou dans le cinéma, des futurs que je voudrais bien voir arriver parce ils font que je vais maintenir mon pouvoir. Et donc nous sommes les actualisateurs de futurs qui ont été saupoudrés dans notre esprit, dans notre conscient, inconscient, subconscient. Et dans tout ça, quelle est ta pensée par rapport aux personnes qui considèrent que nous vivons dans une simulation, Bah oui, enfin il y a plein de gens qui disent qu'on est dans une sorte de jeu de simulation, dans un mégavers en fait? Nous dans un sommes de mégavers. rêver de vivre, nous serions des avatars d'un joueur qui serait quelque part ailleurs. Bah, Ça rejoint Matrix, toujours. voilà, bah, le scénario, pour l'instant, on l'a pas vraiment démontré, sauf que j'ai lu des livres où des gens disent qu'ils ont vu des bugs dans la matrice et que ça irait dans ce sens. Et que les particules Je seraient n'ai pas de des preuves pixels. concrètes, mais en tous les cas, théoriquement, en physique quantique, il y a la possibilité d'univers parallèles. Si on revient à la santé, on actualise à chaque seconde sa santé. Donc c'est vrai que le rôle du médecin, c'est d'être un facilitateur pour que son patient puisse actualiser ses propres potentialités de guérison. Donc on peut être très malade, un peu malade, à l'article de la mort ou en bonne santé. Donc la, la physique classique nous déresponsabilise, la physique quantique nous responsabilise, c'est-à-dire qui a actualisé l'état dans lequel je suis. Ouais. Est-ce que c'est la faute à la société? Est-ce que c'est la faute à la génétique? Ou c'est moi qui, sans le savoir, a été actualisé une potentialité qui ne me convenait pas? Et c'est vrai il y a plein de gens qui ont réfléchi sur les guérisons dites miraculeuses et ils se sont rendus compte que la maladie qui aurait pu emporter les gens les a déviés d'une mort certaine puisqu'ils étaient sur une vie qui ne leur convenait pas. Et donc, un médecin avait demandé à des cancéreux euh, comment ils voyaient leur cancer et il disait, le cancer m'a sauvé la vie. Donc lui, au début, il comprenait pas. Il dit, non, vous voulez dire que vous avez risqué votre vie en ayant un cancer et que vous êtes guéri. Non, le cancer m'a sauvé la vie dans le sens où j'ai été mis entre parenthèses, ça m'a fait maturer. Donc certains ont quitté leur travail, quitté leur compagne, enfin plein de choses. Il y a eu des changements, ce qui fait que on pourrait dire en termes de potentialité, une maladie, c'est un futur inadapté pour nous, mais peut-être adapté à une personne. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ce que j'ai été actualisé, je peux le désactualiser. D'un autre C'est-à-dire que côté, si on part du principe que, comme en physique quantique, celui qui fait la mesure intervient par l'objet de son instrumentation, mais également par sa conscience, ce que j'ai construit, je peux le déconstruire. oui, parce que là, et ça rejoint un peu complètement ma vision basée sur d'autres faits, c'est que la maladie est un appel de notre être et pour les personnes qui entendent, comprennent le sens et acceptent de changer en fonction de ce sens, ça va les ramener vers la vie de leurs aspirations, de leur être. Et c'est pour ça que, et tu l'as dit très bien aussi, c'est que ce ne sont pas les médecins qui guérissent, les thérapeutes, etc. On est là pour aider les patients sur leur chemin de guérison. Mais qui est-ce qui va guérir? Qui est-ce qui fait ce chemin? C'est le patient lui-même. Mais le patient, on l'aide à trouver son chemin vers sa véritable vie qu'il a un instant oublié et que la maladie est là quelque part aussi. On peut considérer qu'il a créé ce mauvais potentiel pour justement prendre le temps d'y réfléchir et ainsi pouvoir changer s'il le désire. Oui, de façon très simple, quand notre psyché ne peut pas comprendre l'impasse dans laquelle on est, une impasse existentielle, la maladie nous met entre parenthèses et nous montre devant les yeux les aménagements que nous devons faire. Maine-de-Buran, le philosophe, disait, la bonne santé nous éloigne de chez nous, la maladie nous y ramène. Donc quand on est malade, on est obligé de revenir à l'intérieur de soi et là, effectivement, bah, peut-être qu'on perçoit des choses qu'on ne percevait pas tant qu'on était en bonne santé.
C'est aussi un phénomène qui s'est passé au moment de la pandémie du Covid, où tout le monde s'est retrouvé enfermé chez soi, et ça, beaucoup de personnes ont commencé à réfléchir à leur existence. Est-ce que l'existence que je menais me satisfaisait, et qu'est-ce qui pourrait être quelque chose? Et alors, on va continuer d'avancer Oui, sur un allons-y. autre sujet parce que le temps passe et avec Philippe, on a tellement de choses à pouvoir échanger que c'est merveilleux. Et souvent, et ce qui est super, c'est que Philippe présente ça avec son côté scientifique, moi avec mon côté certes scientifique, mais plus médical, etc. Mais qu'est-ce que tu penses actuellement? On a parlé de la chute de l'Occident, on a parlé de l'émergence de l'IA, on a parlé du développement futur d'une nouvelle médecine qui sera obligatoire, bon an, mal an. Mais qu'est-ce que tu penses des nouvelles énergies qui arrivent sur cette planète? Bah, je pense que la Terre n'est pas un système isolé, et donc elle reçoit des énergies, et ces énergies évoluent, notamment ce qu'on appelle les ondes de Schumann. Donc grossièrement, donc notre planète présente un sol, la lithosphère, qui est chargé négativement et à peu près de 80 à, allez, on va dire 680 km, vous avez une couche de l'atmosphère qu'on appelle la ionosphère. Ce qui fait qu'on est entre deux condensateurs. Alors, ce qu'on appelle un condensateur, c'est une plaque positive et une plaque négative. Donc, la plaque positive, c'est la ionosphère. Alors, c'est sphérique parce que la Terre est ronde et l'atmosphère suit la Terre, hein, pas Elle est d'effet ronde, de la la Terre? pression. Elle est ronde pour toi, la Terre? Ah oui, d'accord. Je suis rassuré, tu me rassures. On va Excuse-moi. dire il y a quand même des choses assez troublantes. On va peut-être pas aller trop loin parce qu'on est dans la décroyantisation, mais on va rester dans l'hypothèse que la Terre soit ronde et que Je ne pouvais pas le m'en sol empêcher. est chargé, comment dirais-je, négativement, la ionosphère positivement. Il y a des ondes qui vont du plus vers le moins et qui rebondissent. C'est ce qu'avait découvert Nikola Tesla, que Marconi lui a un peu subtilisé. Et donc, en permanence, c'est chargé, il peut y avoir des résonances. Et donc, on s'est rendu compte que, il y a des ondes qui circulent, qui ont des fréquences. Il y a à peu près, allez, on va dire, entre 2000 orages par minute. Et puis, ça crée des éclairs, 50 à 100 par seconde, ce qui fait 5 millions d'éclairs dans une journée. Et ça charge, ça fait des 3 milliards de kilowatts, donc c'est un condensateur bien chargé. Et donc il y a des ondes qui circulent, et comme une onde, il y a les harmoniques principales, secondaires, etc. Donc la 783, après vous avez 14, 21, 26, 33, 39. Et donc ça rebondit comme ça. Et donc ces ondes sont en train d'évoluer, et donc ça a forcément une incidence sur le vivant. Par exemple, on s'est rendu compte que quand on a envoyé les cosmonautes dans l'espace, on les a extraits de champs physiques, donc plus de champs gravité, de gravitation, plus de champs magnétiques, plus d'ondes de Schumann, et les cosmonautes souffraient de ce qu'on appelle le mal de l'espace. J'ai un peu travaillé là-dessus, à l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Et donc, les Russes ont résolu le problème en les soumettant dans l'espace aux ondes physiques qu'on trouvait sur Terre. Et c'est ainsi que sont nées les médecines, je dis bien les médecines aérospatiales, qui ont évolué. Et donc, ça a donné tous ces appareils des Russes. Donc, effectivement, si l'énergie du cosmos change, bah, ça change aussi sur Terre. Donc, on est très dépendant de ces ondes. D'ailleurs, à la grande surprise, on a envoyé dans l'espace des œufs de salamandre et on s'est rendu compte qu'ils se développaient différemment en microgravitation. Donc, quand ils sont sur Terre, ils se développent bien. En microgravitation, c'est désorienté. Des cristaux à l'opposé se développaient mieux dans l'espace que sur Terre. Et on s'est rendu compte que la vie s'était développée avec ces champs. Donc, si la vie s'est développée avec ces champs et que ces champs évoluent, bah, ça a forcément une incidence. Alors, effectivement, on parle d'une espèce de conscience. Donc, peut-être que la Terre, symboliquement, nous demande d'avoir une conscience plus élevée que celle que nous avions avant. Et donc, il est un peu normal que, actuellement, on soit dans une sorte de chaos ou de fièvre mondiale où l'Occident est le point de l'épicentre du bouillonnement. Et là, d'ailleurs,
nous vivons d'énergie, et ça, c'est encore, on peut présenter ça comme étant une belle théorie. Bon, déjà, les Chinois nous l'ont montré, les médecins indiens également avec l'Ayurveda, mais il y a aussi une étude, une expérience, une triste expérience qui avait été faite sur des lapins dans des cages plombées qui, au bout de quelques jours, une semaine ou deux, je ne sais plus, alors qu'elles étaient nourries et hydratées comme d'habitude, mouraient parce qu'elles étaient privées de ces ondes environnementales. Et en fait, ces ondes environnementales sont importantes pour notre vie, mais aussi si elles montent en fréquence, si elles changent de fréquence, eh bien, ça va aussi obligatoirement, comme on l'avait vu tout à l'heure, nous sommes faits de vibrations, nous sommes des êtres vibratoires, et chaque organe, chaque particule est vibratoire. Donc, si les vibrations qu'on reçoit sont de fréquence plus élevée, ça va avoir aussi des répercussions sur nous et sur tous nos différents corps que Ah tu oui, oui, bien sûr. Bah, les ondes du cerveau, on sait que elles sont calées sur les ondes du cerveau. Il y en a les ondes bêta, c'est entre 25 Hz et 12 Hz, et puis alpha, c'est entre 12 et 7 Hz, et puis après vous avez 7 et 4, c'est l'onde θ, delta. Donc le fait que la Terre augmente ces ondes de Schumann, c'est corrélé d'ailleurs à l'activité solaire, hein. Il faut savoir que depuis une vingtaine d'années, le système solaire est en pleine ébullition. Vous voyez, le champ magnétique des planètes géantes a augmenté son volume 2 fois. Donc voilà, la Terre se met à l'unisson de tout ce qui est en train de se passer. Alors il y a plein de mythes, notamment chez les peuples dits traditionnels. Il est dit que du centre de la galaxie, il y a une onde qui part et qui balaye tout ce qui n'est pas en accord avec le principe créateur. Donc effectivement, il y a nécessité de se rehausser. On peut dire que nous sommes le corps du système nerveux que constitue la Terre. Il y a des courants qui circulent, hein. Les peuples traditionnels, d'ailleurs, décrivent des circulations qui sont dues au cosmos. Chez les Indiens Kogi, ils font référence à un espace couplé au nôtre qu'ils appellent Aluna. Et donc, il y a des lignes qu'ils voient, d'autres qui sont invisibles. Et c'est pareil pour les aborigènes australiens, etc. Donc, il circule sur la surface de la Terre des énergies. D'ailleurs, vous avez des études qui ont montré que ça obéit au solide platonicien. Il y a 60 points fondamentaux qui correspondent comme en acupuncture les maîtres points. Et donc, comme par hasard, bah, on trouve le lac Titicaca, la pyramide de Gizeh, etc., qui sont des points nodaux de cette grille énergétique. On peut parler de grille énergétique. Donc, on sait aussi que la Terre est un être vivant, ou quasiment vivant, pour reprendre l'expression de Jeff Lovelock. Donc, il y a des évolutions au niveau de ces ondes. Donc, effectivement, l'humain qui vit en interaction avec les ondes qui circulent sur Terre et qui viennent du cosmos ne peut que évoluer puisqu'il doit s'adapter à ces ondes. ils évoluent très bien, hein, mais les humains ont tendance un petit peu à freiner leur propre réception ou leur propre évolution à cause justement des croyances ou des éléments qu'on leur a fournis depuis l'enfance et qui, même la science a souvent été sur des bases qui étaient théoriques, qui a servi pour avancer dans la découverte, dans les découvertes, mais Ah oui, oui. en médecine qui sont souvent erronées, malheureusement. Bah, disons que c'est incomplet, c'est-à-dire vouloir décrire le monde uniquement en termes vibratoires, bah, c'est incomplet, et vouloir le décrire en termes uniquement matériels, c'est aussi incomplet. Donc c'est la rencontre des deux, de la matière et de la vibration, qui fait qu'on a une vision beaucoup plus juste. Bah, sans la lumière, on verrait pas la matière, et la lumière a besoin de la matière pour être mise en valeur, réfléchie, diffusée, diffractée, absorbée. Donc matière et lumière forment un couple complémentaire. Donc, on est tout à fait dans la philosophie de la physique quantique, où Niels Bohr, un des pères fondateurs de la physique quantique, disait que les opposés, quoi de plus opposé à la matière que l'immatériel, la vibration, ne sont pas contradictoires, mais deviennent complémentaires. Ce que montre la physique quantique, c'est un principe de complémentarité. Et donc, c'est d'ailleurs comme ça que Niels Bohr a appelé cette dualité onde-corpuscule un principe de complémentarité. Donc, l'onde est le complément de la matière et la matière est le complément de l'onde.
Donc, effectivement, l'Occident, qui a basé tout son développement sur la maîtrise de la matière, la technologie, la science, se trouve un petit peu désorienté puisqu'on passe d'un monde matériel qui est arrivé à bout de course et on rentre dans le post-matérialisme. Donc, il y a plein de physiciens, de biologistes, dans pratiquement tous les sujets, on s'aperçoit que on a atteint les limites du monde matériel. Et donc, pour beaucoup de gens, la disparition de la matière est aussi perturbante que la perte de la vie ou la ruine de la cité, parce que pour eux, le mot vie résonne avec matière. Vous voyez ce que je veux dire? La matière, qui est tangible, est associée à réalité. Je crois ce que je touche. Je crois ce que je vois. Donc le monde invisible, bah, qui est un monde que les peuples traditionnels, les civilisations qui nous ont précédés, ont toujours intégré dans leur modélisation du monde. Il n'y a pas une société traditionnelle où il n'y ait pas, au monde de la réalité ordinaire dans lequel nous vivons, un monde qu'on appelle le monde de la réalité non ordinaire, qui est invisible. Et donc, il faut deux mondes couplés, un monde invisible et un monde visible. D'ailleurs, ça amène une réflexion simple en physique. Quand vous avez une même grandeur à des valeurs différentes, bah, il se passe quelque chose. Quand vous avez une source chaude et une source froide, il y a un transfert thermique. Quand vous avez une charge plus et une charge moins, vous avez un champ électrique qui va du plus vers le moins. Quand vous avez une différence de pression, il y a aussi quelque chose qui se passe. Bah, il faut qu'il y ait deux espaces-temps. Ça nous amène au temps. Donc, un espace-temps invisible et un espace-temps visible. Donc, les temps s'écoulent à des vitesses différentes. C'est comme si on avait introduit une différence de densité d'écoulement du temps et donc il se passe quelque chose. Donc, peut-être que la physique à venir, elle a plusieurs évolutions à faire. La première, c'est que on n'a pas une physique de l'information. La vie, c'est matière, énergie, information. C'est assez difficile de définir l'information. Étymologiquement, c'est mettre en forme, mais la meilleure définition que j'ai trouvée, c'est celle de Norbert Wiener, le père de la cybernétique, qui dit l'information n'est qu'information. Elle n'est ni masse ni énergie, mais néanmoins, elle a besoin de cette matière et de cette énergie pour être véhiculée. Je prendrai l'exemple du conducteur dans une voiture. Il y a la voiture qui est le véhicule et le conducteur qui donne à la voiture sa direction. Et on ne confond pas le véhicule avec le conducteur. Le conducteur, c'est l'information qui va donner la direction à la voiture, qui est à la fois de la matière et de l'énergie quand elle roule, puisque c'est de l'énergie cinétique. Donc, en France, on a un médecin biophysicien qui s'appelle Henri Atlan, qui a commencé à développer une biologie de l'information, mais c'est un début. On n'a pas une théorie de l'information vraiment suffisamment développée en physique. Donc, dans les années à venir, il faudra qu'on ait une théorie de l'information et il faudra peut-être qu'on reconsidère notre paradigme sur le temps, puisque effectivement, un des grands cryptages de l'humanité, c'est d'avoir été enfermé dans un temps unique, unidirectionnel, qui s'écoule à vitesse régulière. C'est un peu la vision qu'avait Newton, puisqu'il définit le temps comme un temps vrai, absolu, mathématique, et qui s'écoule en lui-même et de par lui-même à vitesse régulière. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'écoule, on ne sait pas trop ce qui s'écoule, mais ce qui est important, c'est que l'écoulement se fait sans accélération ni décélération. Donc, de plus en plus, des physiciens théoriciens se disent, mais s'il n'y avait pas un temps, mais des temps. Et donc, si on prend les Mayas, ils envisageaient le temps comme des rayons lumineux. Il y avait 13 temps ou flèches du temps et des glyphes, 20 glyphes, et chacun arrivait à trouver ses glyphes. Donc, on peut très bien envisager un temps qui s'écoule lentement, qu'on pourrait appeler un passé par rapport au présent, un passé potentiel, et un temps qui s'écoule plus rapidement, qu'on pourrait appeler un futur potentiel par rapport au présent. Ah, c'est de suite, le téléphone sonne. Donc, le présent est encadré par des groupes de temps à écoulement plus lent que le présent ou plus rapide que le présent, et donc on est encadré de temporalité potentielle. Donc, ce qui fait que ce qu'on appelle le futur existe de façon préalable au présent, et le présent peut être lié au passé également, ce qui explique les mémoires inter- et transgénérationnelles. Et on justifie ainsi les peuples dits traditionnels qui demandent toujours aux ancêtres les informations nécessaires pour prendre une décision au présent et amener un futur. Parce que le présent est toujours intriqué au passé des ancêtres. Donc, je pense que le prochain souffle de la physique sera un souffle
où on va changer notre modélisation du temps et notre euh, vision de la biologie va intégrer l'information. Je crois que tu avais publié il y a quelques années un livre. C'est vrai qu'on sait que ces travaux de Laurent de Gauss, une cellule cancéreuse, alors ça a été testé pour un type de leucémie qu'on appelle les leucémies à promyélocyte aigu. Si on la soumet à des transrétinoïdes, elle redevient normale. Et donc le concept d'un cancer qui se développe d'un point de vue unidirectionnel est un petit peu mis à mal au profit d'un processus qu'on appelle la réversion. C'est-à-dire qu'une cellule, c'est en quelque sorte une délinquante vibratoire. C'est ainsi que Georges Lakhovsky, un des premiers à utiliser les vibrations pour soigner, voyait la cellule cancéreuse. Et donc, en la réinformant, elle peut redevenir normale et de façon définitive. Donc, ce qui fait que l'opération, la radiothérapie, la chimiothérapie peuvent être relativisées puisque finalement, on joue sur l'information. Si on ne tient pas compte de l'information, on se dit que, à juste raison, une tumeur va dans un sens unidirectionnel et pour arriver à l'arrêter, bah, faut soit opérer, exérer chirurgical, soit faire de la radio, de la chimio. Et je pense que dans les années à venir, ce type de traitement sera remis en cause parce qu'on intégrera l'information à ce niveau-là. D'ailleurs, curieusement, le corps devrait être modélisé. Toutes nos cellules reposent sur un tissu conjonctif. Et donc, la définition même de la vie est erronée, parce si on regarde un livre de biologie, on nous dit que la cellule, c'est l'unité fondamentale du vivant, c'est la plus petite portion de matière qui puisse vivre isolée et puis qui puisse se reproduire. Et donc, on oublie que la vie, c'est la cellule et le tissu conjonctif. D'ailleurs, cellule, ça vient du latin cellula, c'est la cellule de moine. Mais il y a le tissu conjonctif est essentiel à la vie. Et ça ressemble étrangement au tissu spatio-temporel que les astrophysiciens ont mis en avant, ont modélisé. Einstein le premier avec la relativité générale, c'est-à-dire l'espace serait une sorte de toile de trampoline sur lequel on met des objets célestes plus ou moins lourds et qui vont déformer cette toile de trampoline. Bah, une tumeur, quand elle se développe excessivement, ça déforme notre tissu spatio-temporel, qui est le tissu conjonctif, et donc ça a des conséquences. Donc je pense que dans les années à venir, l'intrusion d'autres disciplines, alors la médecine a beaucoup profité de la physique à travers la radiologie. C'est assez étonnant de voir, par exemple, vous avez un beau cliché de RMN, donc c'est de la physique quantique, la physique du noyau, résonance magnétique nucléaire, et le cancérologue, quand il reçoit un beau cliché, en quelques secondes, il va passer d'une physique quantique qui lui a apporté le cliché qui permet de bien visualiser la tumeur, la localiser, voir la gravité, etc., etc., à une stratégie de traitement qui relève de la physique du 19e siècle, c'est-à-dire exérèse chirurgicale, on amène la masse, radiothérapie, on agit par la matière sur la matière, non, radiothérapie, on agit par les ondes sur la matière, et chimiothérapie, on agit par la matière sur le tissu. Oui, oui, bah, de toute façon, bon, on va pas critiquer ce qui a servi beaucoup dans les soins et qui sert toujours pour les soins. Et maintenant, on a aussi tout ce qui est l'immunothérapie qui s'est aussi beaucoup Oui, développé. oui, bien Et sûr. en fait que c'est vrai que j'avais sorti un livre, et j'en ai reparlé dans un de mes derniers livres d'ailleurs, de ces phénomènes de réversion cancéreuse dont un certain nombre se font même spontanément au sein des tumeurs. Les guérisons miraculeuses ou dites miraculeuses, ou c'est à peu près en cancérologie une guérison sur 100 000 patients. Mais on a des cas Pas de guérison miraculeuse. On parle de rémission spontanée ou de guérison inattendue. Mais Par exemple, dans certaines... attention à tes termes, Philippe. Donc, il faut à un moment donné Un arriver à... dosage, oui. Voilà. Alors, en dernier, parce qu'on a parlé de plein de choses là aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui sont en cours de transformation, avec la chute de l'Occident, avec l'arrivée de l'IA, avec cette physique quantique qui va s'installer aussi progressivement dans un certain nombre de domaines, et on a parlé beaucoup de la médecine. Donc je dirais, quel serait ton conseil
pour que les personnes qui nous écoutent se préparent justement à tous ces changements qui sont en cours et puissent les vivre, je dirais, d'une manière plus sereine, parce il va y avoir surtout, il va y avoir des choses qui vont tous nous bousculer, c'est clair. Bah, je crois que si j'étais le principe créateur et que je voulais que mes créatures évoluent, peut-être que je les amènerais au bord du gouffre. C'est-à-dire que la solution, elle est spirituelle. Alors, dans tout ce qu'on a dit, effectivement, on n'est pas en train de faire une critique du passé. Ça a été des étapes nécessaires, comme la cancérologie actuelle a été une étape nécessaire. Mais effectivement, on s'ouvre à d'autres dimensions parce que la science avance. D'ailleurs, Victor Hugo disait, la science cherche le mouvement perpétuel, mais le mouvement perpétuel, c'est elle. C'est elle. Elle avance tout le temps. Elle avance en se raturant elle-même. Donc, la dimension spirituelle, je vois par exemple de plus en plus de gens sont intéressés par la spiritualité. Et dans les cas extrêmes, je vais prendre un exemple, ce qui m'avait fait sourire. Avec deux amis, on avait décidé de faire une croisière plusieurs jours sur un bateau. Puis à un moment donné, il y a une grosse tempête. Et on avait un bateau qui n'était pas non plus si solide que ça, et on s'est demandé si on n'allait pas y passer. Et sur les trois, il y en avait un qui s'était déclaré athée, voilà. Et qu'est-ce qu'on a vu? Avec étonnement, qui s'était mis dans le cockpit et il s'est mis à prier. Donc spontanément, alors qu'il s'était déclaré athée, il a fait appel à une dimension supérieure, comme s'il y avait une espèce de sursaut. Parce que voyait pas d'autre solution que celle de s'en remettre à plus fort que soi, à une dimension supérieure. Je pense que de plus en plus, il va y avoir cette dimension spirituelle et ça m'amène à vraiment envisager une autre façon d'envisager l'avenir. Évidemment, on peut manifester, on peut mettre dans sa vie des oppositions, mais si effectivement le futur précède le présent, bah, ça serait bien d'aller choisir un futur dans lequel on se sent à l'aise. Donc, c'est un peu la mort de l'Occident, mais c'est aussi la mort de nos croyances qu'on est en train de vivre. Il y a une espèce de mise au point, vous voyez, sur tout ce qu'on doit abandonner et ce qu'on est prêt à accueillir. Et donc, la dimension spirituelle, c'est un peu ça. On dit que philosopher, c'est apprendre à mourir. Mourir à quoi? À ses croyances, à ses certitudes. Donc, on est amené à mourir aussi en tant qu'occidentaux à toutes ces croyances auxquelles on avait adhéré plus ou moins fortement, mais qui sont fondamentalement remises en cause. Et donc cette dimension spirituelle, ça nous amène à rejoindre un peu les peuples traditionnels, hein, qui ont toujours envisagé un univers invisible, s'en remettre à l'univers invisible. Et c'est un peu ce que je vois, c'est un peu une bataille du temps qui est en train de se mettre en place sur la planète. Il y a la vision que peut avoir le Forum économique mondial, où effectivement on veut nous amener dans un système extrêmement fermé, les villes 15 minutes, beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'interdit. Vous n'aurez rien, vous serez heureux, etc., etc. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui ont envie de maintenir le lien avec ce qui a fait l'humain, le contact, le groupe, l'humaine nature, etc. Et c'est un peu ça qui est en train de se faire entre le passé de l'humanité et puis un futur qui est complètement coupé du passé. Parce qu'effectivement, on voit bien qu'on arrive à des choses assez curieuses. Parce que une des conséquences euh, du fait qu'on n'a pas un temps mais des temps, c'est que nous avons tous un double. C'est-à-dire qu'on vit simultanément ici-bas, mais en même temps, on est lié. Et cet autre nous-mêmes est informationnel et il est en mesure d'aller trier ses futurs potentiels qui sont les meilleurs pour nous. Le fait que notre double soit lié à un espace-temps, le temps s'écoule plus lentement, fait que lui, il a une vision différente de nous. Ses émotions de base sont hautes. C'est la joie, la bienveillance, c'est pas la colère, la peur, le stress, l'anxiété, l'angoisse. C'est autre chose. Donc, s'en remettre à cette dimension supérieure,
ne pas mettre de doute et lui demander d'aller chercher les meilleurs futurs potentiels pour nous deux. Finalement, quand on regarde sur la Terre, il y a les gens de pouvoir, ça représente un tout petit pourcentage. Alors on s'est rendu compte que ceux qui ont une soif de pouvoir sont souvent dans la catégorie perverse narcissique, hein, voilà, je ne vais pas développer plus. Et puis la grosse majorité des gens bah, ont envie de vivre paisiblement, ont envie de vivre en bonne entente avec les autres. Moi, j'ai voyagé, j'ai visité un certain nombre de pays. Moi, j'ai vu une humanité bonne, qui n'avait pas envie de nuire à son prochain et qui, bon, évidemment, avait pour objectif de privilégier sa famille, mais sans être forcément nuisible pour les autres. Et donc, il faut revaloriser l'humain parce qu'on a tendance à considérer que l'humain est le cancer de la création. Non, je pense que il y a une toute petite, un petit pourcentage de gens qui, pour se sentir exister, ont besoin d'imposer une forme de dictature mondiale. Et bon, pour l'instant, ils ont raté vraiment leur coup parce que la mondialisation n'aurait pu fonctionner que si l'ensemble des pays avaient pris le train en marche. Mais il commence à avoir une, euh, une tension. Et donc, on a les BRICS, les globalistes, les mondialistes. Bon, malheureusement, en Europe, on est plutôt dans le camp des mondialistes pour l'instant. Mais je pense que la dimension spirituelle amènera des meilleures potentialités. C'est à la portée de tout le monde, ça coûte rien. C'est indépendant de la culture et de l'intelligence des gens. C'est tout simplement un élan du cœur qu'il faut mettre dans sa vie pour que les choses s'arrangent. C'est comme une dilution homéopathique. Je crois qu'à chaque fois qu'on se laisse aller à une colère, à une angoisse, à un stress, à une tristesse, à une dépression, bah, on pollue. C'est ce que disent d'ailleurs les peuples traditionnels. Par exemple, un peuple avec qui j'ai beaucoup travaillé, les Arhuacos et les Kogi, deux peuples qui vivent dans la Sierra Nevada Santa Marta, ils ont un espace invisible qui s'appelle la Luna. Ils disent que nos pensées ont pollué à Luna et qu'on faut dépolluer à Luna. On dépollue à Luna par des danses, des rituels, mais aussi en changeant ses pensées. Donc on doit se déprogrammer et abandonner comme un serpent qui mue, qui abandonne son ancienne peau pour se fabriquer une nouvelle peau. On doit se fabriquer de nouvelles croyances, repactisées avec cette dimension humaine qui fait que, comme disait Aristote, l'être humain a toujours été un animal de groupe. On est fait pour vivre ensemble et en bonne entente. Et on n'est pas fait pour vivre en guerre. C'est un message simple. C'est un peu le message que tous les éveillés, entre guillemets, ont donné dans leur époque. Tu feras pas à autrui ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Tu essayeras de vivre le plus en équilibre avec la nature et avec les autres. Et tu ne penseras pas à tuer l'autre en pensée ou en acte. Vous voyez, ces trois points qui sont fondamentaux. Magnifique, magnifique Philippe. Je suis complètement en adéquation avec ton langage et je te rejoins complètement. Et c'est vrai que cette période actuelle, moi, je présente ça souvent comme un fil, tu vois, qui se tend, où d'un côté on a ce qu'on nous impose avec la géopolitique actuelle, et puis on a les aspirations profondes vers la spiritualité, comme tu le dis. Et je pense sincèrement que pour vivre et passer cette époque très particulière, la spiritualité est une des meilleures clés qui soit, et on peut même avancer encore un peu plus loin sur l'amour. Je pense Oui, vraiment que oui, bien sûr. ça peut être un beau mot de la fin, mais je te laisserai encore un petit mot de la fin à la fin, justement. Oui, oui. Avant, parce que je vois le temps qui passe et on aurait tellement de choses encore, et tu as encore tellement de choses à dire que c'est génial. Mais on va revenir d'une manière un peu plus pragmatique sur toi. Hmm. En fait, au travers de tous les discours que tu viens de tenir et là, les spectateurs pourront apprécier ton immense savoir et ta culture qui est intarissable, je dirais, quelque part. Et donc, toi, tu les transmets. Tu les transmets à travers tes formations, hein, donc, il y a l'unité du savoir, et à travers des consultations individuelles. Je te répète que les liens seront sous Oui, la oui. vidéo avec la présentation. Donc, tu pourrais nous parler un petit peu de Oui. cette transmission d'enseignement? Oui, voilà. Alors, je fais des petites formations. J'en fais une
le 3 et 4 mai à Annecy, exactement Métais. Voilà, vous trouverez sur mon site unitédusavoir.com toutes les informations. Donc c'est sur le double quantique, comment utiliser le double. Après, j'ai deux formations. J'ai l'unité du savoir. Alors ça paraît un peu pompeux comme titre, unité du savoir. C'est tout simplement relier le savoir des sciences humaines et des sciences dures, parce qu'effectivement, les sciences humaines vis-à-vis des sciences dures paraissent molles et les sciences dures paraissent inhumaines. Non, il faut qu'à un moment donné, il y a une espèce de, comme la dérive des continents qui a amené ces savoirs à se séparer, il faut les réunifier. Et puis, j'ai une formation qui s'appelle Sciences et Spiritualité, où on déduit les lois spirituelles du monde entier par rapport aux lois de la matière. Et donc, on s'aperçoit que ça soit la chrétienté, la religion musulmane, la religion hébraïque, pour parler des trois religions monothéistes, l'africanisme, le taoïsme, le shintoïsme, et bien d'autres religions, ou par exemple les religions qu'on pratiquait dans l'Antiquité, je pense en particulier à l'Égypte antique, ont un fondement commun. Après, ça c'est, comment dirais-je, il y a eu une migration des gens, et puis voilà, on a le fragment d'un discours disparu. Je pense que voilà, on est amené à mettre du et. Voilà, c'est un peu comme notre cher président, et en même temps, c'est un et, mais un vrai et inclusif, pas un et qui met les concepts en opposition et en brouillage. Je crois qu'on est amené à ne plus avoir cette opposition entre rationalité et religion. Einstein lui-même disait que la science sans la religion est boiteuse et la religion sans la science est aveugle. Donc il faut les deux, voilà, il faut les deux. D'ailleurs, Einstein il était un mystique, hein, c'est un grand lecteur de Elena Petrovna Blavatsky et bien d'autres auteurs. Donc il y avait cette dimension spirituelle qu'on retrouve d'ailleurs chez beaucoup de pères fondateurs de la physique quantique, où on a chez Schrödinger un, un intérêt pour la philosophie grecque et puis, chez Werner Heisenberg, un intérêt pour le Tao. Donc, il y avait cette dimension, quoi. Parce que tout simplement, quand ils ont découvert ce nouveau continent, qui était la physique quantique, où on avait un et, onde et corpuscule, ils se sont rendus compte que les philosophies asiatiques avaient réussi à être dans l'Advaita Vedanta, la non-dualité, et donc, c'est un peu une mise en pratique équationnelle dans la non-dualité. Et donc, c'est ça qui les a un peu surpris et qui les a amenés à aller chercher à travers ces spiritualités, ces textes, les écrits védiques, des confirmations de ce qu'ils avaient découvert. Et ils ont été très surpris de voir que des gens avaient compris ça sans forcément passer par la déconstruction de la matière, l'atome, etc. Voilà. Et je pense que plus les années vont venir, moi je le vois, il y a beaucoup plus d'intérêt pour la spiritualité. Et il y en aura de plus en plus. Et peut-être c'est notre arme à nous, chaque citoyen, de mettre dans ce monde de bruit et de fureur, comme dirait Shakespeare, de la spiritualité très simple. Hein, voilà, parce que un paysan peut avoir, à travers l'amour qu'il a de ses bêtes, son champ, une forte spiritualité. Moi, j'ai dans une formation une agricultrice qui est vraiment dans une approche mystique avec sa ferme, ses animaux, etc. Donc c'est ça aussi. Hein, la spiritualité, c'est être en lien avec la nature. C'est ce lien intense. D'ailleurs, ça me rappelle une petite anecdote quand j'avais rencontré les Yawanawa, qui est un peuple qui vit dans la forêt amazonienne du Brésil. Pour arriver à rentrer, aller plus loin dans la communauté Yawanawa, on m'a posé une seule question. J'avais le droit à one shot, comme on dit. Il m'a demandé de décrire en un mot mon monde. J'ai dit disharmonie. Et leur monde, c'était harmonie. C'est de retrouver, l'homme doit retrouver sa place dans la nature. Il est la conscience du monde minéral, animal et végétal. Et donc, il doit avoir une espèce de stabilité intérieure, d'harmonie. Parce que finalement, quand on regarde le monde, il est harmonieux. Un autre peuple, les Ojibwe, considère que le créateur du monde, qui s'appelle Kinché Manitou, qui a donné le grand Manitou, a créé le monde beau,
C'est important. La beauté est un moteur de l'évolution quand on regarde les papillons, les fleurs. Ordonnée et harmonique. Harmonique aux deux sens du terme, c'est-à-dire au sens musical, vibratoire, acoustique, et également dans l'harmonie des proportions, le rapport des proportions. Et donc le monde est beau, ordonné, harmonique. Et donc si l'homme veut être en lien avec ce monde beau, ordonné, harmonique, il doit être beau intérieurement. L'éthique, c'est l'esthétique de l'âme. Donc il faut que l'Occident retrouve son esthétique intérieure, l'esthétique de son âme, et retrouve l'harmonie qui a fait sa renommée à une époque et qui malheureusement, avec le temps, a donné plutôt une vision plus déconstructrice et désharmonieuse. Voilà. Ben, Alors, vous retrouvez toutes les informations, bah, je te donnerai mon site, unitésavoir.com. Vous y trouverez toutes les informations pour cette formation sur le double quantique, sur l'unité du savoir et sciences et spiritualité. oui, oui. J'ai bien noté ton. Ah, est-ce que c'est pas coupé? Voilà ce que je propose, plus Je après me la des re- conférences. Allô? Est-ce que tu me Ah, reçois? Ah oui. oui, c'était un peu coupé là. Oui, oui, bah écoute, de toute façon, tout ça, ce sera bien inscrit sur la présentation en dessous, comme tout à l'heure. Et je pense qu'on peut en rester là, mon ami Philippe. Ah oui, bah avec plaisir. Les Ça a été très. derniers Tu m'as phrases. donné l'énergie pour être, On voilà. pourrait continuer bien longtemps, c'est clair. Mais je pense que là, les dernières phrases que tu as dites sont magnifiques et je pense qu'on peut rester Oui, oui. sur ces pensées, si tu es d'accord. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Voilà, bah, écoute, à l'occasion, il faudrait qu'on refasse un autre dialogue sur les Oh thèmes que bah, tu... ce sera toujours avec plaisir, en présentiel ou par Zoom, ce sera toujours avec plaisir. En tous les cas, je te souhaite le meilleur et puis bah, je te Et dis toi aussi, je te souhaite le meilleur dans ce que tu entreprends et puis bah, vive la vie, hein. Comme et disait... voilà. Et au revoir à toutes les personnes qui nous ont écoutés et j'espère que ça vous aura, je suis sûr que ça vous aura intéressé. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur dans votre vie. Eh ben, moi aussi, le meilleur à chacun de nos auditeurs et une vie la plus agréable possible.